Salam alaikum. Comme on dit, on est quand même dans un pays d'islam. Soliman le Magnifique est un personnage de légende, 10e sultan ottoman, je vous le rappelle. Imaginez des palais fabuleux, dignes des 1001 nuits. Imaginez des harems remplis des plus belles femmes, des hammams, des mosquées gigantesques qui rivalisent avec nos cathédrales. C'est l'âge d'or de la civilisation ottomane. Mais Soliman le Magnifique, c'est bien d'autres choses. Des batailles, des massacres, des complots, des trahisons. L'amour aussi. Ah, la belle Roxolane. Une véritable épopée. Un personnage de roman. Et c'est ce personnage hors du commun que je vous invite à découvrir aujourd'hui à travers les études de documents que je vous avais à donner à faire. C'est parti. C'est vrai que Soliman le Magnifique est tout le contraire de son père, Sélim Ier. Son père était cruel, sanguinaire, un guerrier. À peine dégrossi, c'est vrai. Il est fin, il est plutôt intellectuel, rêveur et poète. Tout le contraire de son paternel. On s'inquiète d'ailleurs à l'époque à la cour de savoir s'il a les reins assez solides pour prendre la succession. Il va répondre assez rapidement à ses détracteurs et vous allez voir que la réponse va être terrible. Il est aussi poète que conquérant. Il est aussi intellectuel que guerrier farouche. Il sera tout ça à la fois. Et c'est peut-être pour ça qu'il mérite le titre de Magnifique. Eh oui. Bon, sachez qu'il a deux titres, et c'est la deuxième question, et ça vient un petit peu confirmer ce qu'il est pour les musulmans de l'époque et les ottomans à cette époque. Il est le calife, c'est-à-dire le chef de la religion musulmane, le chef religieux de l'Empire ottoman. D'accord? Il est une sorte de pape, toute proportion gardée, évidemment. Et dans ses textes et dans ses lettres, évidemment, ça apparaît. Je vais vous lire le début de la lettre qu'il écrit à François Ier. « Moi qui suis sultan des sultans, le souverain des souverains, l'ombre de Dieu sur terre. » L'ombre de Dieu sur terre, tout simplement, le gars. Vous avez compris, en lisant le début de la lettre, qu'il est également sultan. C'est le deuxième titre qu'il porte, sorte d'impérator romain, c'est-à-dire général victorieux, général de guerre. Voilà les deux titres. Il est à la fois pape et général. Il est un peu tout ça à la fois, chef politique également, de cet immense empire. Et Dieu sait que son empire est immense. Je vous ai envoyé une carte, je vous laisse la regarder. Et vous avez vu que ce n'est pas loin, avec l'empire de Charles Quint sans doute, que nous étudierons bientôt, le plus grand empire de cette époque. Regardez l'énormité de la chose. Son empire s'étend en effet, si vous regardez bien, des Balkans à la Hongrie en Europe, la Hongrie qu'il vient de conquérir, tout autour de la mer Noire également, et puis plus classiquement en Orient, le Proche-Orient et une grosse partie de l'Afrique du Nord. Autant dire un empire à la fois méditerranéen mais aussi terrestre qui est gigantesque. Il est d'ailleurs l'un des héros préférés de Soliman le Magnifique. C'est Alexandre le Grand. Et par l'extension de son empire et les possessions qu'il veut faire, évidemment, il se prend pour un nouvel Alexandre. Eh oui. Dernière question, pour un nouveau Alexandre, il fallait une Alexandrie, évidemment une capitale à la taille et à l'ampleur de son sultan. Et c'est vrai que Constantinople, qui n'est pas encore Istanbul, mais qui ne va pas tarder à l'être, est une capitale fantastique. Vous avez lu dans le texte, j'espère, la réponse est que représente cette capitale. Elle représente sans doute la plus grande ville d'Europe à cette époque, et on peut carrément dire l'une des plus grandes villes du monde. Tout simplement, Pensez que ici, c'est un grand centre commercial et culturel, c'est marqué dans le texte également. Forcément, tous les produits d'Occident et d'Orient se croisent à Constantinople. Elle est la plaque tournante du commerce mondial de cette époque, vu que la Méditerranée, on n'a pas encore découvert l'Atlantique, etc., et le Nouveau Monde, est le centre de ce commerce. Venise l'a longtemps fait, désormais c'est Constantinople. Je vous rappelle que la ville a été prise en 1453 par les Turcs, et qu'ils ont repris à leur compte, évidemment, toute la route de la soie, tout que Marco Polo avait découvert, toutes ces routes où viennent les épices, l'or, l'ivoire d'Afrique, etc. C'est un croisement fantastique et ils vont en tirer de très très grands bénéfices. Couvrant la ville de magnifiques musulmans, des mosquées par centaines, on l'appelle d'ailleurs la ville aux 1000 mosquées, tant elles sont belles et nombreuses.
La ville a gardé évidemment des aspects de l'Empire byzantin, il a gardé certains monuments, dont Sainte-Sophie, transformée en mosquée, je vous le rappelle. Mais c'est vrai que Sinan, qui est l'ami et l'architecte de Soliman, vont couvrir la ville de magnifiques monuments pour en faire l'une des plus belles villes de cette époque. Le document 2 est un peu plus difficile, un peu plus long, vous l'aurez constaté. Il fallait prendre un petit peu de concentration pour le lire, mais il n'est pas inintéressant. Et vous avez vu, il nous dit un petit peu quelles sont les forces de l'Empire musulman. La première question d'ailleurs, c'était sur quoi s'appuie la puissance de l'État ottoman. Et j'espère que vous l'avez vu, la puissance principale de cet État, évidemment, ce sont les armées. Une armée permanente et professionnelle. J'espère que vous l'avez mis, en tout cas c'est ce qu'il fallait mettre. Une armée qui repose sur l'artillerie, une armée moderne, donc avec des canons, ce qui va faire fureur, alors qu'on est encore en train de, vous allez voir, en Occident, de se battre avec la cavalerie, les fameux chevaliers du Moyen-Âge. Face à un canon, imaginez la boucherie que ça pouvait faire. Boîte de conserve, ouverte en deux. Bon bref, et vous verrez que ça va faire mal. Il y avait également l'infanterie, une infanterie parfaitement armée, équipée, entraînée, disciplinée. Le corps d'élite de cette infanterie s'appelait les janissaires, des guerriers de légende qui ont laissé leur nom justement dans la légende. Une triste histoire, vous allez voir, qui se finira très mal. On peut les comparer d'ailleurs un petit peu aux Templiers, vous allez voir. Ils ont la même puissance, un État dans l'État, ils vont être au sommet pour finalement terminer assassinés, ou en tout cas vont représenter un danger pour le pouvoir qui va s'en débarrasser. Les pauvres janissaires. Mais quelle armée superbe que ces janissaires. La question 2, c'était qui sont les janissaires? Vous deviez à la fois chercher dans le texte et évidemment chercher une petite recherche personnelle. J'espère que vous avez trouvé. Bon, dans le texte, on dit que les janissaires sont des fantassins d'élite, de l'armée, parfaitement armés, entraînés, disciplinés. Voilà un petit peu ce qu'il fallait faire. Pour le reste, si vous avez cherché sérieusement, vous avez trouvé qu'ils ont une histoire incroyable. Les janissaires sont des jeunes esclaves, des enfants, chrétiens souvent, qu'on va convertir à l'islam, et qu'on a capturés, ramassés, c'est comme ça qu'on disait, c'est des prises de guerre en fait. On va les donner à confier à des familles ottomanes très pieuses, qui vont les élever évidemment dans l'amour de l'islam et du sultan. Ils sont un peu fanatiques, ils vont être vraiment, on va leur laver le cerveau si vous voulez. Ce sont des machines de guerre, prêtes à tout et à mourir pour leur sultan. Bon, pas toujours, vous verrez qu'ils vont quand même parfois se révolter, puisqu'ils vont être conscients de leur puissance. Sous Soliman le Magnifique, ils sont 13 000. À la fin de l'Empire ottoman, ils seront 150 000. Imaginez l'État dans l'État, le danger que ça pouvait faire. Ils pouvaient à tout moment se révolter et faire basculer le pouvoir. Pour ceux qui ont cherché sérieusement, ils ont vu que les janissaires ont été créés en 1328. D'accord, 1328, ils sont une poignée au départ, 4 000, 5 000 corps d'élite, une sorte de garde du corps, la garde prétorienne, un peu si on se rappelle des Romains, des sultans. Certains vont avoir de très hautes fonctions, on pouvait, même en étant esclaves convertis, on pouvait venir, et vous allez voir que pour les vizirs c'est le cas, il y a plusieurs janissaires qui deviendront généraux et grands vizirs de l'Empire. Autant vous dire que dans cet empire, on peut monter très très haut, même si on est esclave, et si on a des très basses origines au départ. Sinan, le grand architecte qu'on verra tout à l'heure, vous avez lu son texte j'espère, il était porcher au début, un enfant porcher, il gardait les porcs, etc. Il est devenu l'un des plus proches amis du sultan Soliman, et en même temps le plus grand architecte de l'histoire ottomane. Autant vous dire que tout est possible dans l'Empire ottoman, et c'est ça peut-être qui fait sa force. La légende des janissaires va commencer à s'écrire en 1396 lors d'une fameuse croisade. Je vous rappelle que les Ottomans ont pris la Serbie, une partie de l'Europe donc, que les chrétiens décident de réagir et de constituer une croisade et d'attaquer les Turcs. La forte armée des chevaliers chrétiens arrive face à des fantassins, ou en tout cas des hommes à pied, etc. On se dit que la bataille est inégale. Et bien croyez-nous ou non, les janissaires vont subir le choc des chevaliers chrétiens, et la cavalerie de Tamerlan, qui est un grand personnage également, va finir le travail. Ça va être une véritable boucherie. Les 30 000 janissaires de Bajazev, la foudre, c'était le nom du sultan de cette époque. On leur donnait des noms assez étonnants. Le Magnifique, la foudre. Bon, c'est mieux que Louis VI le Gros ou les rois feignants. Mais bon, c'est vrai que là, les janissaires vont commencer à écrire leur légende. Bon, pour en terminer avec les janissaires, sachez qu'ils vont devenir tellement puissants qu'au XIXe siècle, le sultan de l'époque va décider de s'en débarrasser.
Ça va être un véritable massacre. On va les acculer dans leur campement, dans leur caserne. La plupart vont être finis et terminés à l'épée. Ça va être un massacre de sang et les derniers vont être brûlés vifs à l'intérieur même de la caserne. On se débarrasse de cette force qui commençait à faire peur. C'est la triste fin de cette histoire fantastique des janissaires. Mais quel incroyable destin que ces enfants d'esclaves, devenus presque les maîtres du monde. Eh oui. Donc voilà, j'espère que vous avez pris quelques notes pour compléter un petit peu la réponse sur les janissaires. Sachez que ces janissaires, on va les retrouver à la fameuse bataille de Mohacs. C'était la question suivante. Qu'est-ce qui s'est passé à la bataille de Mohacs et en quelle année? J'espère que tout le monde m'a marqué la date. On est en 1526, la bataille de Mohacs. Les Ottomans battent les Hongrois qui ont pourtant une cavalerie assez réputée, la plus forte de cette époque. La cavalerie hongroise, c'est marqué dans le texte, est balayée, c'est ce qu'il faut mettre. Et la Hongrie perd à la fois sa liberté, et son unité et sa liberté. C'est-à-dire que la moitié du pays va être récupérée par Charles Quint, l'autre moitié par Soliman. Autant dire que ça commence à grignoter pas mal sur l'Europe. Les Ottomans se rapprochent de l'Europe occidentale, ça devient dangereux. Ils vont même faire le siège de Vienne. Je vous en parle parce que c'est vrai que ça a fait trembler toute l'Europe. Heureusement, Vienne va résister, ça va être un échec pour les armées ottomanes. Heureusement pour l'Europe, en tout cas. Petite anecdote, sachez que pour se moquer un petit peu des Turcs qui faisaient le siège de Vienne, ceux-ci ont inventé un petit gâteau, une viennoiserie, c'est comme ça que ça s'appelle, pour se moquer un peu de l'emblème que les Turcs avaient sur leur drapeau. C'est la naissance du fameux croissant. Autre légende, alors là je ne sais pas si elle est vraie, c'est vrai que pour se moquer un petit peu sur les remparts des Turcs qui avaient tendance à défiler comme ceci, quand ils défilaient sous les remparts de Vienne, en haut les autres, pour se moquer, vont inventer une danse très très célèbre qui vient de Vienne également, la valse. Alors vrai ou faux, on n'en sait rien, pour les croissants c'est vrai par contre. Vous voyez que grande histoire et petite histoire à l'intérieur, ça s'appelle des anecdotes. Vous aurez corrigé par vous-même, je suis sûr qu'il y en a qui ont remarqué, c'est pas 1526, la bataille de Mohacs, c'est 1520. La question suivante était, que représente, dans le texte, le sultan, ou comment est représenté le sultan, et de qui est-il le digne successeur? Alors j'espère que vous avez lu, la réponse est plutôt simple, c'est l'ombre de Dieu sur terre, je vous en ai parlé tout à l'heure. Vous auriez pu rajouter prééminence sur tous les autres souverains, prééminence c'est-à-dire domination. C'est-à-dire que non seulement il est l'ombre de Dieu sur terre, mais en plus il domine tous les autres rois. Voilà ce qu'il fallait mettre. De qui est-il le digne successeur? Eh bien là c'est assez facile. Et pourquoi? Il est le successeur de l'empire de l'empereur romain. Avec la prise en 1453 de Constantinople, il devient donc à la fois empereur byzantin, empereur romain et calife tout à la fois. La phrase qui était évidemment à noter, c'était il est tout à la fois le successeur des empereurs romains et des califes. Voilà ce qu'il fallait noter, c'était dans le texte, je n'ai rien inventé. Donc il est calife, successeur de Mahomet, d'ailleurs calife, je vous rappelle, ça veut dire successeur, et il est à la fois le successeur des empereurs romains, puisqu'il est dans leur capitale, la plus grande de l'époque. Donc il a une puissance incroyable, le sultan ottoman. Bon, la suite. D'où viennent ces milliers d'enfants évoqués dans le texte? D'accord? Et à quel destin sont-ils voués? Alors j'espère que vous avez noté, ce sont des esclaves, on en a parlé. Certains vont devenir janissaires, d'autres vont devenir, pour les femmes en tout cas, des esclaves du sultan dans le harem. D'autres vont travailler un petit peu partout dans l'empire. C'est-à-dire qu'on permet aux esclaves de pouvoir monter dans la hiérarchie. Et d'ailleurs, le sultan est entouré exclusivement, quasiment, que d'esclaves. Ibrahim Pacha, le meilleur ami de Soliman le Magnifique, est un esclave grec. Il a été élevé quasiment avec lui, c'est quasiment son frère. Ce qui ne l'empêchera pas de le faire étouffer, parce qu'il fait un peu trop d'ombre à Roxolane, on en reparlera un peu plus tard. Ibrahim Pacha est resté célèbre dans l'histoire. C'est un enfant grec, esclave, qui est devenu grand vizir. D'ailleurs, la question suivante, donc j'espère que vous avez mis, ces milliers d'enfants sont des esclaves, c'est des prises de guerre, ils ont été capturés, élevés pour travailler dans l'administration, travailler pour les sultans, travailler pour les Ottomans et les Turcs. Leur destin, ils peuvent avoir des destins très très hauts. Ils peuvent devenir grand vizir. L'exemple à mettre, c'était Sinan. C'est marqué. Il était enfant porché. Il est devenu grand vizir. Et justement, pour parler des vizirs, c'était la dernière question. D'où viennent-ils pour la plupart, etc. La plupart sont des esclaves. Vous avez noté, j'espère, c'est assez faramineux. Il y a eu
grand vizir, c'est-à-dire en gros premier ministre du sultan. Il y a eu 11 Albanais, 6 Grecs, 1 Italien, 5 Thraces et 1 Arménien. Autant dire quasiment que des chrétiens convertis, des esclaves. Et justement, pour parler des vizirs, c'était la dernière question, hein. D'où viennent-ils pour la plupart, etc. La plupart sont des esclaves. Vous avez noté, j'espère, c'est assez faramineux, hein. Il y a eu grand vizir, c'est-à-dire en gros premier ministre du sultan. Il y a eu 11 Albanais, 6 Grecs, 1 Italien, 5 Thraces et 1 Arménien. Autant dire quasiment que des chrétiens convertis, des esclaves. La dernière question était sur le harem, il fallait à la fois lire dans le texte, hein, d'où viennent ces femmes, etc. Ce sont des esclaves de toute origine, hein, sélectionnés pour leur beauté et leur aptitude. Ça, c'était dans le texte. Et j'espère que vous êtes allé jeter un petit coup d'œil à la vidéo que j'ai mis juste après ma vidéo la fois dernière, et que vous êtes allé jeter un œil, j'espère. Et peut-être que vous allez aller sur YouTube pour voir la vidéo en entier, et vous aurez peut-être appris énormément de choses. Harem, c'est une prison dorée. Harem, d'ailleurs, ça veut dire sacré. Hein. Sachez que là sont enfermées 300 femmes, parmi les plus belles du monde, avec des aptitudes exceptionnelles, qui sont là que pour le bon plaisir du sultan. À lui de choisir qui bon lui semble. Et vous verrez que Soliman, lui, il va en choisir qu'une. Bon, avant, il va être marié, il aura quand même une favorite, etc. Avant de tomber en pamoison devant la superbe Roxolane, qui l'a séduite à la fois par sa beauté, mais vous verrez quand on étudiera un peu plus près, il l'a séduite surtout également par son rire. Il faut dire qu'il avait perdu 2 enfants, Soliman, et que sa favorite était dans un triste état. Évidemment, elle pleurait souvent. Et que Roxolane va lui amener de la joie, du rire. Elle adore la poésie, comme lui. Ils ont vraiment des points communs. Et il va en tomber fou amoureux, abandonnant toutes les femmes pour une seule. Ah, histoire quand tu... Bon, soit dit en passant, à l'époque, hein, certains y ont vu une sorcière, une manipulatrice, d'une beauté ensorcelante, comme on disait. Hein. Elle ne va pas hésiter à monter un petit peu Soliman contre les membres de sa famille, qu'il va éliminer. Et même Ibrahim Pacha, vous vous rappelez, son ami d'enfance, quasiment son frère de sang, celui qu'il va nommer grand vizir à ses côtés, Ibrahim Pacha, sera éliminé. Roxolane va chuchoter un peu fort à l'oreille de Soliman qu'il est en train de comploter, qu'il veut prendre sa place. Bon, Soliman va un soir envoyer ses esclaves, muets, pour qu'ils ne puissent pas parler évidemment après, étouffer le pauvre Ibrahim dans son sommeil. La légende veut que, caché derrière une tapisserie, Soliman a vu la scène et que Ibrahim a vu que son frère de sang était là, que son ami le regardait en train de se faire étouffer. Il a compris que c'est lui qui a commandité le crime et il va se laisser faire, tournant son regard vers son frère. J'espère que vous avez pu trouver pas mal d'informations sur ce lieu à la fois mystérieux et fascinant, hein, qui a longtemps fait un petit peu rêver les Occidentaux. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur un harem? Donc je vous le répète, harem ça veut dire lieu sacré. D'accord? Donc sacré, vous pouvez le noter. Hein. Sachez que 300 femmes à l'époque de Soliman sont regroupées ici. Et là, je vous parle que des femmes qui sont plus ou moins, on va dire, susceptibles de rejoindre la chambre de Soliman. Il y a ensuite des milliers d'esclaves qui sont là pour faire vivre le harem, cette prison dorée. Les femmes n'ont absolument pas le droit de sortir. Hein. Alors c'est vrai que c'est fastueux, c'est vrai qu'il y a des superbes pièces, il y a des cours intérieurs, il y a des bains, etc. Mais interdiction de sortir. Bon, ça c'est dit. Sachez que ces femmes sont toutes d'origine esclaves, elles ont été capturées, c'est des prises de guerre. Hein. Évidemment, elles sont toutes chrétiennes converties, on va dire. Roxolane en fait partie, je crois qu'elle était hongroise, de mémoire, il faudrait vérifier. Hein, elles sont gardées, évidemment, par les gardiens des femmes, les fameux eunuques. Je vous en avais parlé des eunuques. Hein. Il y a 2 types d'eunuques. Il y a les eunuques blancs qui n'ont pas le droit de rentrer dans le Saint des Saints, dans le harem. Ils viennent livrer de la nourriture, etc. Eux, ils sont juste castrés, on va dire. Hein. Bon, on ne peut pas faire d'enfants. Et puis, vous avez les eunuques noirs, esclaves africains, hein, qui, eux, sont chargés d'être au plus près des femmes et de les surveiller et de les servir. Et eux, ils sont carrément... On leur a tout enlevé, hein, la kikounette et compagnie, il n'y a plus rien. Bon, on veut bien faire garder les femmes. Le sultan n'a aucune confiance en ces hommes, donc il les émascule, il leur enlève la kikounette et compagnie. Bon, bref, au moins, il est tranquille. Enfin, du moins, c'est ce qu'il pense. Suivant certains textes, on pense qu'il y a eu quand même quelques amours entre certains eunuques et certaines femmes du harem, qui étaient complètement délaissées, hein, puisqu'il y a toute petite minorité finalement de ces femmes qui allaient arriver jusqu'au haut du pouvoir et toucher au Graal, Soliman. Lui faire un fils, alors là vous êtes une favorite, une cadine, c'est comme ça qu'on vous appelle à l'époque. Hein. Quelle est l'organisation du harem? C'est la question que vous avez posée. Étymologiquement parlant, le harem veut dire sacré.
L'organisation à l'intérieur obéissait à une hiérarchie très stricte. Au sommet, la reine-mère, celle qu'on appelle la valide sultane. En dessous, les cadines, les favorites qui ont donné un héritier mâle au sultan. Les favorites, évidemment, celles qui ont partagé sa couche au moins une fois. En dessous, vous avez les Gözde qui veut dire œil, celles que le sultan a regardées. Et enfin, tout en bas, les servantes, les shahariées, celles qui viennent d'arriver. Elles sont tout en bas de l'échelle, elles sont servantes, esclaves, et évidemment, ont très peu de chance. Ça entraînera tous les complots, tous les assassinats que vous voulez pour essayer, évidemment, si vous êtes 3e ou 4e dans le rang, eh ben avec votre mère, vous allez essayer de comploter pour essayer d'éliminer ceux qui sont devant pour arriver au plus près. Et oui, que de complots, de trahison ou d'assassinats ont lieu, une forte fièvre emportée de temps en temps, quelques favorites avec leurs enfants, c'était la vie, vous allez me dire, non, c'était la mort. Et c'était assez, les femmes entre elles dans ce harem, c'était la guerre. D'accord, quand Roxolane est arrivée, la favorite l'a traitée, elle l'a complètement traitée d'une façon infamante, elle l'a même battue, je crois. Donc vous voyez, c'est un monde à la fois mystérieux, étonnant, un monde dangereux, où tout est permis, tous les coups sont permis pour arriver au pouvoir et pour arriver au plus près. Vous voyez, il y a toute une hiérarchie dans ce harem. C'est un monde assez étonnant, je vous l'ai dit. Donc voilà un petit peu pour ce qui est du harem. Allez, si vous voulez en savoir un petit peu plus, voir ma vidéo sur ma chaîne YouTube, ça s'appelle le harem de Topkapı. Topkapı, je vous rappelle, Topkapı, ça s'écrit comme ça, c'est le grand palais des sultans ottomans. Bon, puisqu'on parle de Topkapı, c'est comme ça que ça se prononce, le grand palais des sultans, sachez que son nom veut dire la porte des canons. Il faut dire qu'il est superbement bien placé sur un promontoire à l'entrée du Bosphore, dominant la ville d'Istanbul, et on pouvait y mettre des canons assez facilement. Ça s'appelait le sérail du sultan. C'est ici qu'on pouvait évidemment, que l'empereur, c'était le cœur de l'Empire ottoman, le cœur de la politique de l'Empire ottoman. C'est ici que se réunissaient les fameux diwams, qui donnera le mot divan, puisque ce sont le conseil des ministres, où il y avait des divans où s'asseyaient les vizirs, et voilà, diwam devenu divan, c'est un de nos noms, comme sofa d'ailleurs, vient du turc et ça vient de là. Il y a pas mal de noms d'ailleurs qui viennent d'ici. Sachez que c'est un petit palais, 70 hectares, à peine, une petite maisonnette, une cabane sur la colline. Bon, je déconne, c'est l'un des plus grands palais de l'époque. Tous les observateurs, tous les ambassadeurs qui l'ont visité, sont tombés sous le charme. Et en plus, pour le rendre sacré parmi les sacrés, on a ramené des reliques de Mahomet à l'intérieur. D'accord? Des restes de barbe, je crois. Et puis c'est là qu'il y a le plus grand rubis du monde. Une pierre précieuse d'une taille incroyable. Autant dire que le trésor et les reliques de Topkapı rendaient ce palais parmi les plus légendaires de l'époque. Avant de passer à Sinan, celui qui a couvert Istanbul de multiples monuments, tous aussi beaux les uns que les autres, il y avait quand même le témoignage de 2 personnages de l'époque qui ont côtoyé Soliman, qui l'ont rencontré et qui nous écrivent sur lui. La première question, c'était qu'est-ce qui fait la force de Soliman d'après Ogier Ghislain de Busbecq? Bon, la réponse était assez simple. Il est complètement étonné par les ressources immenses de l'Empire, une force sans pareil, on pouvait marquer, expérience du combat, troupes aguerries, accoutumées à la victoire. On aurait pu rajouter endurance, unité, discipline, frugalité, vigilance. Voilà tout ce qu'il fallait noter. C'est tout ce qui surprend, évidemment, Ogier Ghislain de Busbecq. Je vous rappelle qu'en Europe, on est encore au temps des chevaliers, et pour réunir toute une armée, il y a peu de professionnels, c'est un petit peu la croix et la bannière. Là, il est complètement étonné par cette armée de professionnels, complètement dévoués au sultan, prêts à mourir pour lui. Les fameux génissaires, notamment. Pourquoi les chrétiens doivent-ils craindre Soliman? D'après Busbecq, et puis également d'après l'ambassadeur qui a été envoyé à lui, la terreur qu'inspirent ses propres succès, il fallait marquer ça, à la tête d'une armée équipée, et puis surtout, demain je deviendrai votre pape, votre empereur. Voilà ce qu'il dit, et autant dire qu'on a tout intérêt à le craindre. Soliman se lance, et l'Empire ottoman se lance à la conquête de l'Europe. Ils seront arrêtés à Vienne, je vous l'ai raconté tout à l'heure, mais c'est vrai que cet Empire ottoman fait peur. Son organisation, son armée sans faille, son artillerie, elle est développée, elle est disciplinée, elle est super équipée. Autant dire que pas grand monde va pouvoir l'arrêter. Il va vraiment falloir qu'on se regroupe, tous les empires occidentaux, pour pouvoir mettre fin
à cette armée. Et heureusement, en face, il y a Charles Quint, lui aussi l'un des plus grands empereurs de son époque. On en parlera tout à l'heure. Dernier texte et dernière question. Et on aura terminé cette étude de doc assez fournie, mais vous avez vu qu'elle nous a permis de voir de faire un large tour d'horizon finalement de l'Empire ottoman sous Soliman le Magnifique et d'apprendre pas mal de choses, les janissaires, le harem, et maintenant Sinan, un très grand personnage. Qui était Sinan? Alors j'espère, dans le texte, c'est un artiste de génie. Quel a été son parcours professionnel? Il était, j'espère que vous avez vu, né en 1489. C'est un esclave grec, un chrétien converti. D'accord. Il a été janissaire d'abord, c'est-à-dire un soldat d'élite. D'accord. Ensuite, il a travaillé grâce aux troupes où il a travaillé, etc. Il a fait un peu le tour à Belgrade ou ailleurs. Il a d'abord travaillé pour les adductions d'eau, construit des ponts, des mosquées, etc. à Istanbul notamment, mais également dans l'Empire, avant de devenir l'architecte en chef de Soliman le Magnifique, et de couvrir la capitale notamment de plus de 477 édifices. Énorme! J'espère que vous l'avez noté. Et si vous avez regardé la petite vidéo que je vous avais mis à la fin de la dernière vidéo sur la mosquée de Soliman le Magnifique, c'est son œuvre, et vous avez vu qu'il a donné à Soliman l'une des plus belles mosquées d'Istanbul, qui n'est pas qu'une mosquée, d'abord une université, un caravansérail, enfin c'est carrément un centre à la fois religieux, économique et politique exceptionnel que cette Souleymaniye, comme on l'appelait. J'espère que vous avez regardé un petit peu le reportage. Donc quel est le monument Donc en gros, j'espère que vous avez marqué, Sinan, c'est pas moins que le grand personnage de cette époque, c'est le Léonard de Vinci turc. Presque, il n'est pas turc, il est chrétien, mais en tout cas ottoman. C'est quelqu'un d'extraordinaire, un architecte, un artiste, qui a vraiment influencé Soliman et qui a permis à la capitale, qui deviendra Istanbul, de se couvrir de fantastiques monuments et d'être l'une des plus belles villes du monde. D'ailleurs, il ne s'agit pas que d'une mosquée, il s'agit d'un complexe entier, avec des hôpitaux, un hammam, un cimetière, un caravansérail, des écoles, véritablement une ville dans la ville. Soliman le Magnifique a voulu une mosquée à l'image de son règne, grandiose et magnifique. Imaginez que Soliman avait toutes les femmes du harem à ses pieds et qu'il est tombé amoureux l'une d'entre elles et qu'il a épousé une d'entre elles, celle qu'on appelle Roxolane. Son tombeau d'ailleurs est juste à côté de celui de Soliman. Les deux tombeaux sont à côté, unis dans l'amour, unis dans la mort. Ce qui impressionne dans une mosquée ottomane, aussi bien dans celle de Soliman le Magnifique que dans celle de la mosquée bleue qu'on a visitée hier, c'est l'impression d'espace infini. On doit ce petit bijou d'architecture à l'architecte Sinan, que certains n'ont pas hésité à comparer au Léonard de Vinci ottoman. C'est vraiment un point de vue exceptionnel, on vous le conseille. La montée est un peu difficile, mais elle vaut vraiment le détour. Quel est le monument qu'on veut copier, voire dépasser? Alors c'est pas nouveau, ça a toujours existé. J'espère que vous avez noté. Hagia Sophia, Sainte Sophie, évidemment. Vous avez marqué, allez jeter un petit coup d'œil quand même au cours sur Byzance pour vous rappeler un petit peu ce que c'était Sainte Sophie. C'est tout simplement le plus grand bâtiment qu'on avait jamais construit à l'époque. Rappelez-vous de Justinien. Évidemment, on avait étudié cette magnifique basilique qui avait fait... On l'a pas détruite en 1453. Quand les Turcs prennent la ville, elle n'est pas détruite. Eh non. Ils vont la garder, la transformer en mosquée. Rappelez-vous, on en avait parlé. Je veux parler évidemment d'Hagia Sophia, la fameuse, la célèbre Sainte Sophie. Sainte Sophie est véritablement le symbole du génie byzantin dans toute sa splendeur. C'est la visite à ne pas planter quand on est à Sultanahmet et quand on est à Istanbul.
Ce qui impressionne véritablement à Sainte-Sophie, ce sont les volumes énormes. Rien que les médaillons calligraphiés derrière moi font 7,50 mètres de diamètre. Énorme. Les plus grandes inscriptions islamiques du monde. Petit conseil pour la visite de Sainte-Sophie, préférez plutôt la clarté du soir avec la lumière qui tape sur la façade, d'abord pour les photos. Ensuite, on espère, en visitant 1 heure avant la fermeture, la fameuse basilique, être pas les seuls, il ne faut pas rêver, mais être en tout cas en plus petit comité et visiter comme on l'entend, comme on l'aime, ce monument. Faisant face à Hagia Sophia, comme un face-à-face évidemment historique, les Ottomans ont construit une magnifique mosquée. Je veux parler de la mosquée bleue. 20 000 carreaux de céramique d'Izmik bleue ont donné ce nom à cette mosquée énorme, fabuleuse. Regardez là derrière moi. Elle a été construite en 7 ans, presque un demi-siècle après la mort de Soliman le Magnifique. Sinan s'est fortement influencé évidemment de Sainte-Sophie qui est derrière nous. Vous avez un point magnifique ici, notamment le soir à la tombée de la nuit, au coucher du soleil, où on peut voir les deux basiliques d'un côté, mosquée de l'autre, s'embraser. Un spectacle magnifique et envoûtant. Et c'est vrai que Sinan aimerait copier, sinon dépasser cette mosquée. Il va réussir, plus ou moins. Il y aura la mosquée bleue jusqu'en face, c'est pas Sinan, mais c'est quand même fantastique. Et puis il y aura la Souleymaniye, la fameuse mosquée de Soliman. Donc voilà ce qu'il fallait marquer. C'est véritablement un chef-d'œuvre de l'Antiquité qui a inspiré les architectes ottomans et qui va faire qu'on va vouloir à tout prix dépasser ce chef-d'œuvre. On a terminé cette étude de documents. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à le faire, que vous à le regarder. J'espère que vous avez bien pris la correction, c'est ça qui est le plus important. Vous avez eu le droit de vous tromper, il n'y a pas de problème. Simplement, on barre et on prend bien la correction. Je vais vous mettre maintenant la petite trace écrite qui va bien. Elle est dans contenu de séance. Cette trace écrite, c'est un petit peu le résumé de tout ce qu'on vient de dire et de tout ce qu'on vient de faire. On ne va pas la relire. Tout dedans est mis, des janissaires à Roxolane, en même temps que les dates peut-être du règne de Soliman. En tout cas, c'est vraiment une belle période. Je vous laisse, avant de mettre la trace écrite, d'aller récupérer la trace écrite plutôt, de la coller dans votre cahier et d'indiquer ensuite le grand B. Vous le mettrez, ça sera au point pour la fois prochaine. Grand B. Eh bien, Charles Quint, le grand rival de Soliman, celui peut-être qui a empêché Soliman de réaliser son rêve de conquête d'Europe. C'est l'autre grand empire de cette époque, un empire énorme et gigantesque qui va en plus s'enrichir des conquêtes du Nouveau Monde, on en parlera prochainement, mais c'est vraiment Charles Quint, un mastodonte de cette époque, un personnage assez original. On va travailler sur une belle vidéo de secret d'histoire sur Charles Quint, on va travailler là-dessus, il y aura pas mal de questions. Mais avant ça, ça sera le cours prochain. Je vous donne rendez-vous mardi prochain, évidemment, pour la suite. Mardi prochain, je vous demande de faire une petite recherche sur Charles Quint. Assez succinct, rapide, quelques petites notes pour savoir de quoi on parle, la date de naissance, etc., date de mort, savoir quand c'est qu'il a vécu, et puis savoir en gros qui il était. Et vous allez voir qu'avec la vidéo et avec les questions qu'on fera, on va en apprendre beaucoup plus sur ce Charles Quint, Carlo V, assez extraordinaire lui aussi, un des grands personnages, incontestablement, de ce XVIe siècle naissant. A bientôt, portez-vous bien, restez bien chez vous, allez faire quand même un tour de temps en temps, un petit kilomètre autour de chez vous, prenez le soleil si vous avez un jardin ou une terrasse, profitez aussi un peu de la vie, on n'en a qu'une, c'est vrai que l'histoire c'est important, profitez de vos parents, de vos familles, je vous le dis, c'est clair. Vous me manquez un petit peu, je ne pensais pas pouvoir le dire un jour, mais c'est vrai que on a l'habitude de dire qu'on fait le plus beau métier du monde. On s'en rend véritablement compte quand on le perd. C'est-à-dire que là, je suis obligé de vous faire court un petit peu par caméra interposée. C'est là que je me rends compte que mes élèves me manquent et que mon métier me manque. C'est vrai que c'est un métier fabuleux, on s'en rend pas compte. Je m'en rends encore plus compte. Quand on va se retrouver, j'aurai un plaisir immense à vous revoir tous. Même ceux qui travaillent pas trop. Même ceux qui ont tendance à en faire le moins possible, etc. C'est vrai qu'il y a bien d'autres choses bien plus importantes dans la vie. Mais n'oubliez pas que le savoir, que l'intelligence, etc., c'est une arme bien plus puissante que tous les fusils ou toutes les épées et autres canons de cette époque. Franchement, pensez-y, réfléchissez un petit peu. Je vous mets une petite vidéo, je ne l'avais pas mis la dernière fois, une petite vidéo coup de cœur, une petite vidéo clin d'œil. Alors, regardez bien, petit pari, il va tomber ou il ne va pas tomber?
la réponse mardi prochain dans la prochaine vidéo du cours de Monsieur Afri. Bye.